L'idée, c'est d'aller chercher des biomarqueurs, donc nous particulièrement des protéines, mais ça peut être aussi différents types de molécules, par exemple, et qui vont nous permettre, en les suivant, en les dosant, d'aller diagnostiquer ou pronostiquer des pathologies. Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Hirt, j'ai 52 ans. Je suis professeur des universités à l'Université de Montpellier, ici. Je suis responsable d'une équipe de recherche INSERM au sein de l'Institut des neurosciences de Montpellier, autour des protéinopathies. Mais je suis également responsable de la plateforme de protéomie clinique, ici à l'Institut de médecine régénératrice et biothérapie, dirigé par le professeur Christian Jorgensen au CHU de Montpellier. Donc nous sommes très orientés dans les développements de haute technologie, en particulier basés sur de la spectrométrie de masse. Et en fait, ces technologies maintenant permettent d'aller rechercher ce que l'on appelle des biomarqueurs, donc alors on appelle ça des caractéristiques qui sont objectivement mesurées. Je vais vers très vite, en fait la température par exemple est un biomarqueur. Donc l'idée, c'est d'aller chercher des biomarqueurs, donc nous particulièrement des protéines, mais ça peut être aussi différents types de molécules, par exemple, et qui vont nous permettre, en les suivant, en les dosant, d'aller diagnostiquer ou pronostiquer des pathologies. Et ça, c'est le cœur de notre métier, ici, à l'IRMB. Alors, notre laboratoire est très spécialisé dans les maladies neurodégénératives, en particulier la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Mais en fait, globalement, des biomarqueurs, ça touche n'importe quel type de pathologie. Et c'est pour ça que j'ai été amené à collaborer avec l'IRCM de Montpellier, avec l'Institut de recherche en cancérologie de Montpellier, et travailler en particulier avec le docteur Alexandre David, qui s'intéresse plus particulièrement au cancer, en particulier le glioblastome, et qui est venu un jour me voir pour me dire « Et si on utilisait tes super spectros de masse pour essayer de mieux détecter ces pathologies-là sur des cohortes de patients que nous avions en biobanque ?» Et puis on a lancé le challenge et on a essayé de trouver finalement des biomarqueurs qui nous permettaient d'aller dans ce sens. Grâce à un projet qui a été financé par la région en 2019, nous avons décidé de lancer une nouvelle recherche de biomarqueurs qui était en fait ce que l'on appelle l'épitranscriptomique. À l'instar de l'épigénomique, en fait, les gens ont commencé à entendre parler d'épigénomique. Vous savez, c'est ce qui fait qu'on découvre aujourd'hui que des jumeaux parfaits sont différents en face de la maladie, puisque en fait globalement des petites modifications du génome vont faire que l'un ou l'autre des jumeaux va déclencher une pathologie ou pas. Et en fait, ces toutes petites modifications du génome, on va les retrouver aussi sur le transcriptome, qui est la partie ARN du génome. Donc vous vous souvenez, on a l'ADN au niveau du génome, et l'ARN, c'est le lien entre le génome et les protéines, hein, c'est ce qui va être donc déchiffré par la cellule pour pouvoir synthétiser une protéine. Et en fait, ces toutes petites modifications de l'ARN, ce sont des biomarqueurs, nous ne le savions pas encore, mais en fait, globalement, ces modifications, elles ont été découvertes il y a une quarantaine d'années, mais les technologies ne permettaient pas de les voir de manière claire. Et depuis 3 ans, la spectrométrie de masse, qui n'était absolument pas dédiée à ce genre de molécules, enfin en tout cas dans ces projets-là, eh bien en fait, s'est révélée être hyper performante pour aller voir ces petites modifications de l'ARN. Et du coup, on a commencé à tester des cohortes de patients, en particulier des cohortes de patients atteints de cancer. Et nous avions eu la chance, grâce à l'IRCM, d'accéder à une cohorte de patients atteints de glioblastome. Je vous ai parlé de protéines et de biomarqueurs. Mais en fait, dans ce cas-là, de glioblastome, nous sommes allés chercher donc ces petites marques de l'ARN. Ce qu'on appelle l'épitranscriptomique, c'est-à-dire finalement l'analyse à large échelle de petites modifications de l'ARN. Mais aujourd'hui, on peut voir presque une 60aine de marques épitranscriptomiques, il en existerait 150, donc à peu près la moitié de ce qui existe. Et en fait, ce qui est formidable, c'est que ces petites marques épitranscriptomiques, pour certaines, on ne sait pas quels sont leurs rôles. Mais par contre, ce que l'on fait, c'est qu'on compare nos patients avec nos sujets qui n'ont pas de glioblastome ou avec d'autres stades, on est capable de faire des différences. Et ce que l'on a fait donc, c'est qu'une fois qu'on a développé ça sur les tissus, etc., on l'a passé dans le sang et on a analysé aussi le sang de ces patients. Et en fait, chose extraordinaire, en suivant 55 marques différentes, une 60aine de marques différentes d'épitranscriptomiques, nous avons vu qu'il y avait des choses qui bougeaient. On sait qu'entre vous et moi, on va avoir des choses qui bougent. Mais là, ce qui bougeait, eh ben, c'était très relié au cancer. Et donc c'était extrêmement intéressant et au stade. Donc à ce moment-là, quand on a vu que les résultats étaient intéressants, on s'est rapproché du docteur Eric Rivals, qui est un spécialiste d'intelligence artificielle, et on s'est dit, ok, au lieu d'aller voir une molécule ou une autre molécule, est-ce qu'on ne peut pas compiler toutes ces molécules et dire à
à une intelligence artificielle de réfléchir et de se dire, entre l'âge du patient, l'intensité de la molécule qu'on est allé rechercher et peut-être d'autres critères, est-ce qu'on est capable finalement de distinguer nos patients en aveugle? Et en fait, Eric nous a récupéré les données, a essayé de monter un algorithme de machine learning. Alors, on n'est pas au niveau du diagnostic encore, hein, ni du pronostic, mais du moins, on a des signatures où nous sommes capables de distinguer nos différents patients. Et ça, c'était juste unique. On va traiter cancer par cancer, pathologie par pathologie. En fait, les signatures que l'on va obtenir vont être différentes en fonction des cancers. Ça peut s'expliquer. Le métabolisme des cancers est différent, ce ne sont pas les mêmes. Pas exactement les mêmes pathologies, même si c'est les mêmes principes de pathologie, ce ne sont pas les mêmes. Et en fait, on a trouvé des signatures différentes, des signatures spécifiques. Pour le cancer du sein, par exemple, on a des signatures qu'on trouve dans aucun autre cancer. Ça voudrait dire que peut-être qu'on touche du doigt, entre guillemets, des bons biomarqueurs, puisqu'on a cette spécificité des biomarqueurs. C'est important de comprendre le terme, d'avoir des biomarqueurs qui ne nous disent pas c'est un cancer, mais c'est quel cancer. Alors, il faut aussi dire qu'aujourd'hui, c'est en cours de développement. Alors, nous sommes extrêmement, je dirais, confiants dans l'avenir et motivés. Mais c'est vrai que maintenant, il faut démontrer. On fait de la science, nous faisons de la science, donc il faut être capable de le démontrer. Donc, c'est pour ça que 90 patients, ce n'est pas suffisant, par exemple, pour le glioblastome. Il va falloir qu'on ait plusieurs cohortes différentes, peut-être même des cohortes étrangères, manière de démontrer que notre approche, elle est véritablement hyper, je dirais, j'allais dire un mot anglais, mais hyper robuste. Donc ça, c'est important. Ce qui nous limite, c'est l'accessibilité aux échantillons, première chose. Et puis la deuxième chose, qu'il nous faut des moyens techniques et humains pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, on a la chance de relier un peu tout ça sur la PPC au niveau de Montpellier. Et maintenant, peut-être que ce genre de vidéo nous permettra aussi d'aller plus loin et de commencer à discuter avec d'autres chercheurs de la possibilité de valider ce que l'on est en train de faire ici à Montpellier. Et les associations sont essentielles. Et en particulier celle-ci, les Étoiles dans la mer. Ce qui est intéressant, c'est de voir les témoignages des patients, être capable de participer à l'effort et de leur montrer qu'en fait on ne fait pas rien et je pense qu'ils savent qu'on ne fait pas rien, mais en tout cas qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en ce sens, qu'il y a de l'innovation aussi, que dans ce type de pathologie il y a de l'innovation, et que j'ai envie de dire on voudrait pas faire passer le message d'un espoir trop indécis aux patients, mais par contre on fait tout pour arriver à mieux gérer ces pathologies-là, en particulier les glioblastomes, ça me paraît être essentiel. Et du coup, l'aspect associatif, ça nous permet de nous relier plus proche aux patients. Depuis tout à l'heure, on parle de cohorte de patients. Mais moi, quand j'ai une cohorte de patients, je ne sais pas qui est derrière. Pour moi, j'ai un numéro sur un tube. Et il n'y a rien de mieux que de pouvoir juste finalement rencontrer des gens. Donc ça nous sort un petit peu de notre contexte purement scientifique où en fait on reçoit juste des boîtes et on analyse des boîtes. Voilà, c'est un peu ça. Donc ce côté associatif, pour moi, il est essentiel pour qu'on puisse personnifier un petit peu les pathologies et comprendre mieux les besoins des patients.